Bonjour à tous, vendredi 9 avril. Allez, dernière vidéo de la semaine avant les vacances. Par contre, elle va être très longue parce que elle sera en deux temps. D'abord l'étude de texte sur la mort de Jean Valjean et ensuite l'explication des exposés. Donc ça va quand même être assez long. Voilà. Peut-être vous pouvez la voir, cette vidéo aussi en deux temps si vous souhaitez. Donc, on commence par l'étude de notre dernier texte. C'est aussi du coup notre dernier chapitre dans cette séquence des Misérables. Alors, il va falloir que vous alliez chercher vos livres. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Et donc, alors, notre étude sur la révélation de Marius, elle était déjà à la toute fin du livre. On était déjà donc dans la 5e partie, dans le livre 7e et dans le chapitre, je ne sais plus, le chapitre 1 du livre 7e. Là, on est encore un petit peu plus loin, donc toujours dans la 5e partie. On est au livre 9e, à l'avant-dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 5. Sachant qu'il n'y en a donc que 6, cette partie, ce livre 9e est assez court. Donc évidemment, de même qu'on a étudié un texte relativement au début, il faut qu'on étudie ce texte tout à la fin, c'est la mort de Jean Valjean, ce sera forcément emblématique de tous les Misérables, donc dernière séance sur ce texte. Je vais vous laisser lire le texte. Alors, je vous donne les lignes. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut que vous ayez votre livre, parce que moi, je peux pas tout vous afficher là dans ce que j'ai copié. Et en plus, il n'y a pas les mêmes lignes. Donc, vous voyez, on est page 235. Vous pouvez lire en italique si vous voulez le petit contexte. Mais sinon, ça commence à « Il fit signe à Cosette d'approcher, puis à Marius ». On est donc ligne 6. Et vous allez lire jusqu'à 70 ou 73 si vous voulez. Ses mains augustes ne remuaient plus, il était mort. 73 plutôt. Il était mort, donc voilà, mettez en pause et refaites cette lecture du texte pour bien enchaîner avec ce que je vais dire. Alors voilà, vous avez mis pause, vous avez tout relu. Donc déjà, quand on fait une analyse de texte, bien sûr, on va créer des parties. Alors ce que vous voyez là, c'est qu'on a à nouveau un long monologue, non plus de Marius, mais de Jean Valjean cette fois-ci. Et ce monologue, c'est vraiment un pavé. Moi, je vous dis de ne pas faire comme ça des pavés énormes, mais de faire des paragraphes. Donc, pour l'étude de texte, eh bien, on va peut-être se permettre de scinder un peu ce gros pavé, ne serait-ce que pour dégager 3 parties. Donc là, vous avez le texte sous les yeux. Voilà, je vous laisse un petit peu voir, donc c'est parti, mettez en pause. Je vous laisse un peu voir comment vous scinderiez en 3 parties le monologue de Jean Valjean. Alors, allez-y, mettez en pause, essayez de travailler un peu là-dessus et vous reprenez donc quand vous pensez avoir trouvé vos 3 parties. Alors, la première partie, ce serait les dernières volontés. Donc, approcher, etc., etc. Je vous demande pardon, vous n'êtes qu'un pour moi, patati patata. Il y a dans la commode un billet de 100 francs, c'est pour les pauvres. Cosette, vois-tu ta robe là sur le lit? Ah, voilà. Moi, je vois ici le début d'une autre partie. Donc tout ça, c'est ces dernières recommandations. Comme ça va nous faire un seul bloc à l'écran. Et à partir de Cosette, vois-tu là ta petite robe sur le lit? La reconnais-tu? Il n'y a pourtant que 10 ans de cela, etc. Donc là, pour moi, c'est le début d'un long retour en arrière qui va se terminer. Donc là, on voit les bons rires de l'enfance. Voilà, voilà. Je m'étais imaginé que tout cela m'appartenait. Voilà où était ma bêtise. Les Thénardier ont été bien méchants. Il faut leur pardonner. Donc là, à partir de là, on a l'impression quand même qu'il est en train un petit peu de solder ses comptes. Il va citer tout le monde, les Thénardier, sa mère, voilà. Et il me semble qu'au moment justement, alors c'est ligne 50 dans votre texte, donc pour nous c'est à Cosette, voici le moment venu de te dire le nom de ta mère. Voilà, donc ici on a pour moi une 3e partie. Et donc vous voyez, en fait, il apostrophe Cosette à chaque fois qu'on change de partie. Cosette, voici le moment. Et ici, on avait Cosette, vois-tu la petite robe. Donc ça nous permet justement de nous conforter dans l'idée que nos 3 parties sont à peu près délimitées correctement. Alors, on va regarder maintenant, du coup, partie par partie. Je tiens juste tout de suite, pour vous donner la perspective, à vous dire que donc, on est
dans le point de vue de Jean Valjean, si on peut dire, c'est même pas un point de vue, c'est lui qui parle, bon d'accord, long monologue. Et du coup, comme c'est un long monologue, dans ce qui concerne les rythmes du récit, on va être dans ce qu'on appelle la scène narrative, c'est-à-dire qu'on prend autant de temps à vivre le texte, nous lecteurs, que Jean Valjean l'aurait vécu si c'était un personnage réel. Donc, notre introduction qu'on étudie, parce que vous allez voir, il y a des choses à dire. Il fait signe à Cosette d'approcher, puis à Marius. C'était évidemment la dernière minute de la dernière heure, et il se mit à leur parler d'une voix si faible qu'elle semblait venir de loin, et qu'on eût dit qu'il y avait dès à présent une muraille entre eux et lui. Alors, on a déjà, dans ce paragraphe, l'idée de la mort qui arrive. Alors j'espère que vous l'aurez noté, avec différents procédés stylistiques. On va dire grosso modo, le procédé stylistique qui domine, c'est l'emphase, E-M-P-H-A-S-E, c'est-à-dire l'insistance. Alors l'emphase ou l'insistance, puisqu'on est vraiment dans les toutes dernières pages du livre, il faut que ça monte crescendo, qu'on quitte le livre presque en pleurant. Donc notre insistance, elle arrive avec l'adverbe ici, évidemment. Ah bon, pourquoi évidemment? C'est plutôt surprenant finalement. La répétition que vous n'aurez pas manqué de voir ici, dernière et dernière. Je peux peut-être souligner des petites choses. Avec dernière minute, dernière heure. Donc on a même, comme je vous disais, ça monte crescendo. Ensuite, dans l'intensité, on a l'adverbe ici, d'intensité si faible que. Et puis même, on pourrait voir aussi dans le choix des images, la grande muraille. Donc si je résume, emphase, c'est-à-dire insistance avec la répétition, avec peut-être ici on pourrait lire une hyperbole, une voix si faible qu'elle semblait venir de loin, qu'on eût dit qu'il y avait dès à présent une muraille entre eux et lui. Voilà pour cette image d'hyperbole. La muraille, ça va être évidemment la différence entre le monde des morts et des vivants. Alors ensuite, on entre dans le discours de Jean Valjean. On va voir aussi qu'on a dès le départ vraiment une grosse antithèse. Donc approchez tous les deux, je vous aime bien. Alors le discours sur l'amour, on va le retrouver à peu près partout dans cette tirade. Oh, c'est bon de mourir comme cela. Donc voilà, la première antithèse. J'espère que vous la voyez. Donc l'antithèse, c'est une contradiction dans les termes. Normalement, voilà, ça devrait vous choquer ici. Bon de mourir. C'est pas, voilà, c'est une grosse contradiction. On pourrait presque voir un oxymore ici. Un oxymore, c'est une contradiction dans deux termes collés l'un à l'autre, comme un mort-vivant par exemple, ou une nuit blanche. Donc là, c'est pas exactement un oxymore parce qu'on a la préposition, mais l'antithèse est tellement ramassée que ça s'en rapproche. Alors, donc dans la première partie, on a dit en plan, c'est ses dernières volontés. Donc il n'a pas grand-chose, Jean Valjean, on sait qu'il ne possède pas grand-chose, mais tout ce qu'il a, voilà, je vous affiche les dernières volontés, tout ce qu'il a, il va le partager et dire ce qu'il veut en faire, c'est ça le principe des dernières volontés. Donc je lègue les 2 chandeliers, c'est à elle, à Cosette, que je lègue les 2 chandeliers qui sont sur la cheminée. Donc on a une symbolique très forte de ces 2 chandeliers. J'espère que vous vous en souvenez. Il y a vraiment un phénomène, comme on l'avait déjà vu dans le texte précédent, de boucle bouclée. Pourquoi est-ce que ces chandeliers font allusion au début du texte? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Donc là, normalement, vous devez vous rappeler, mais oui, les 2 chandeliers, on les a vus chez Monseigneur Myriel au moment où Jean Valjean commençait à redevenir un homme, à retourner sur la pente ascendante qui le sortait vraiment de sa condition de forçat et de mauvais homme. Donc les chandeliers ont une très forte symbolique. Il va y avoir toute une métaphore filée sur les chandeliers qui commence à partir d'ici. Ils sont en argent, mais pour moi ils sont en or, ils sont en diamant, ils changent les chandelles qu'on en met en cierge. Je ne sais pas si celui qui me les a donnés est content de moi là-haut, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Alors, pourquoi métaphore filée? Donc une métaphore filée, c'est une image qui dure sur plusieurs lignes, comme on le voit. Donc de quoi les chandelles ou les chandeliers sont-ils le symbole? Puisque la métaphore, c'est une image. Donc quelle est cette image ici? De l'or, donc de l'argent, de l'or, des diamants. Vous voyez le crescendo, Argent, c'est moins bien que or, qui est moins bien que diamant. Et puis, il va ajouter pour moi. Ils sont en argent, ça c'est leur vraie matière, mais pour moi, ils sont en or et en diamant. Donc, symbole de quoi? Eh bien, ces chandeliers sont le symbole du divin, de ce qui l'a vraiment sorti
de son état de forçat et l'a ramené vers l'état d'homme, et un homme en plus qui va avoir des convictions chrétiennes, c'est-à-dire le souci des autres, etc. Comme on l'a vu, ce texte est pétri absolument de christianisme, tout le texte des Misérables, et ce texte en particulier, vous allez voir aussi à la fin à quoi on compare Jean Valjean. Donc les chandelles ici, c'est le symbole du divin, c'est le symbole de Monseigneur Myriel, qui agit vraiment comme Dieu, qui vient prendre Jean Valjean dans son espèce d'enfer de bagne et en faire à nouveau un homme de bonté, un homme de Dieu. Voilà, et donc bien sûr que l'allusion est claire ici, je ne sais pas si celui qui me les a donnés, c'est Monseigneur Myriel, est content de moi là-haut, donc ils vont aller se rejoindre tous les deux, puisque lui aussi il va partir là-haut. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc avec le j'ai fait ce que j'ai pu, on amorce une autre partie de donc, ces dernières volontés qui va tourner autour, eh bien je ne vous le dis pas, autour d'une idée, d'une présentation de Jean Valjean. J'ai fait ce que j'ai pu, vous n'oublierez pas que je suis un pauvre. Vous me ferez enterrer dans le premier coin de terre venu, sous une pierre pour marquer l'endroit, c'est ma volonté, pas de nom sur la pierre. Alors, on a plusieurs choses ici, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis un pauvre, enterré coin de terre, donc une répétition sur la terre, et une répétition aussi sur la pierre, sous une pierre, pas de nom sur la pierre. Donc on a le minéral, la terre et la pierre qui sont très présents. Donc maintenant je vous pose ma question, quelle est cette qualité qui est mise en avant chez Jean Valjean ici, à partir de j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, enterrez-moi et je ne veux pas de nom sur la pierre. C'est en rapport direct avec la terre, justement. Mais peut-être ne le savez-vous pas parce qu'il faut encore connaître l'étymologie. Alors, l'étymologie, ou le nom, donc je vais vous l'afficher ici. Hop, voilà, humus. En latin, humus, ça veut dire la terre, donc je pense qu'on en a déjà parlé, et donc vous voyez ici, au sens botanique, on vous dit l'humus est la couche supérieure du sol créée, entretenue et modifiée, etc. etc. Mais donc le sens du mot latin, c'est tout simplement la terre. Et donc la qualité qui vient avec humus, la terre, c'est l'humilité, parce que donc Jean Valjean est un homme qui va faire le bien sans que tout le monde le sache. Voilà, c'est la qualité de l'humilité, donc faire le bien de façon pas forcément cachée, mais en tout cas ne pas revendiquer toutes les bonnes actions qu'on fait. Donc jusqu'à la fin, Jean Valjean veut absolument se présenter comme quelqu'un de humble. Donc humilité, c'est le nom, humble, c'est l'adjectif, et ça s'écrit H-U-M dans tous les cas. Donc l'humilité, qualité de Jean Valjean, deuxième point dans cette première partie. Alors, troisième point, si on peut dire, donc ensuite on va parler de Cosette et Marius directement. Voilà, donc toujours dans l'humilité, il avoue, voilà, pour merci, je vous aimais pas trop, forcément il lui a quand même un petit peu pris sa fille, je vous en demande pardon, donc on sent vraiment qu'il solde ses comptes. Maintenant, elles et vous, vous n'êtes qu'un pour moi. Alors là, je vais rapidement sur cette partie, on peut quand même pas toujours tout expliquer en détail, mais vous n'êtes qu'un pour moi, c'est encore un précepte du mariage chrétien. C'est ce qu'on va dire dans une cérémonie de mariage, que les deux époux ne font qu'un. Donc là, ils sont mariés et il aime autant Marius que Cosette maintenant. Je vous suis très reconnaissant, je sens que vous rendez Cosette heureuse, donc on sent vraiment qu'il a lâché le père un petit peu jaloux qui ne voulait pas donner sa fille. Maintenant, il se rend compte que, bien sûr, le bonheur de Cosette passe par Marius, donc c'est son bonheur à lui aussi qui passe par Marius. Voilà, et je saute sur ces quelques lignes là où il parle du billet qui est pour les pauvres, etc., qui rejoint toujours cette idée d'humilité. Donc voilà pour cette première partie qui concerne donc les dernières volontés de Jean Valjean. Donc comme je vous le disais, la deuxième partie, on peut la voir à cette apostrophe. Donc une apostrophe, c'est quand on appelle quelqu'un, Cosette. Voilà, et donc il va lui parler directement en la tutoyant. Cosette, vois-tu ta petite robe là sur le lit? Donc à partir d'ici, il va y avoir une préoccupation vraiment, un mélange des temps en fait, un mélange du passé, du présent et de l'avenir, et puis un gros retour en arrière quand même avec énormément de petits détails. Alors on va essayer ensemble de trouver déjà ces trois grands moments, passé, présent, avenir. Donc le passé par exemple, je pense qu'on peut le lire là. Voilà, comme le temps passe, d'accord? Vous voyez, c'est assez lisible en fait. Même d'ailleurs, on peut englober nous avons été bien heureux. Hop, voilà. Tout ça, c'est le passé. Il le laisse derrière lui, il est en train de mourir. C'est fini. Alors, ça, c'est le temps présent. Donc, bien que ce soit un passé composé,
il est évident que là, ce passé composé a sa valeur normale, c'est-à-dire de présent accompli, tout juste accompli maintenant, comme le present perfect anglais dont je vous parlais en classe il n'y a pas si longtemps. Donc ça, c'est le présent. Également, bien sûr, ne pleurez pas, je ne vais pas très loin. Voilà, tout ça, c'est le présent. Alors, ce qu'on peut voir ici, là, c'est intéressant, c'est que c'est un présent à valeur de futur très très proche, je ne vais pas très loin, c'est vraiment dans l'immédiat, mais le futur arrive pour le coup vraiment juste ici. Je vous verrai, futur, comme vous voyez, vous n'aurez qu'à regarder quand il fera future nuit, vous me verrez sourire. Donc là, on a déjà, on va y revenir à la fin du texte parce que c'est flagrant, l'idée que Jean Valjean va monter au ciel et sera comme un saint protecteur ou un ange gardien en tout cas pour ses enfants. Donc les trois temps, passé, présent, futur, qui sont mélangés ici, enfin qui se succèdent plutôt. Donc son passé est fini, le présent il est en train de mourir et son futur sera au ciel à veiller sur ses enfants. Ensuite donc on a ce long retour en arrière avec à nouveau une apostrophe à Cosette. Et ici ce qu'on pourrait relever si nous étions en classe, c'est tous les petits détails qui vont contribuer à donner un sentiment. Donc on va relever ces petits détails. Montfermeil, un lieu, voilà. Allez, un détail. Tu étais dans le bois. Voilà un autre lieu. Le seau, un objet. Donc ça, c'est très tangible tout ça. La pauvre petite main. Alors pourquoi je dis c'est très tangible? Il parle de toucher. J'ai touché. Tangible, c'est l'adjectif de la même famille que le toucher d'ailleurs. Elle était si froide, vous aviez les mains rouges dans ce temps-là, mademoiselle, vous les aviez bien blanches maintenant. Donc les mains blanches, je vous rappelle, c'est le signal d'une femme bien élevée qui ne travaille plus. Les mains rouges, c'est les mains de celles qui travaillent. Référez-vous à notre texte de Maupassant du tout début de l'année, La Parure, où elle avait les mains blanches au début et rouge à la fin, c'était l'inverse. Donc là on est dans les sensations et sentiments qu'il se rappelle et c'est très présent pour lui. Autre chose tangible, la poupée, dont on a le nom ici comme petit détail. Encore, quand il avait plu, tu embarquais sur le ruisseau des brins de paille. Autre détail tangible, là je ne sais pas si vous avez repéré, mais on a un autre lieu, donc on est passé au couvent. Une raquette en osier, voilà un autre objet. Un volant, c'est le volant comme le volant de badminton. Voilà, les cerises aux oreilles, encore quelque chose de très tangible. Ce sont là les choses du passé. Et il va encore répéter, donc oui, je m'arrête là pour l'instant. Donc on voit que en brossant tous ces petits détails, mine de rien, on a tous les lieux aussi où il a été. Donc Montfermeil le bois, c'est là qu'il l'a récupéré, bien entendu. Le couvent, c'est là qu'ils ont grandi tranquillement. Et puis ensuite, il a eu sa vie avec elle à Paris. Et donc dans cette phrase-là, j'allais enchaîner. On retrouve en fait la même chose. Les forêts où l'on a passé avec son enfant, c'est les forêts, c'est peut-être la forêt où il l'a trouvée avec son seau, les arbres où l'on s'est promené, les arbres du jardin du Luxembourg par exemple, les couvents où l'on s'est caché, là on sait le couvent du Petit Picpus, etc., etc. Et on termine avec une note pour le coup assez sombre, voilà. C'est de l'ombre. Il dit tout ça, c'est de l'ombre. Les bons rires de l'enfant, c'est de l'ombre. Je m'étais imaginé que tout cela m'appartenait. Voilà où était ma bêtise. Alors, quand on cite tous ces petits souvenirs et qu'on se dit c'est fini, donc avec vraiment un effet de réel, la robe, la poupée, le seau, etc. Quand on prend tous ces petits souvenirs, qu'on se dit c'est fini, qu'on termine par je m'étais imaginé que cela m'appartenait, c'est ma bêtise, et bien du coup il se dégage un sentiment un petit peu, on va dire, doux amer, entre les deux, amer comme amertume. C'est ce qu'on appelle, alors peut-être l'avez-vous sur le bout de la langue, c'est ce qu'on appelle la nostalgie. Et aussi, on pourrait dire le sentiment de ce qui est pathétique. Le pathétique, c'est ce qui est triste, mais vraiment terriblement triste. C'est très fort, plus fort que le mot tristesse. Donc, on a ici le pathétique et le nostalgique qui se mélangent. Donc, ces souvenirs, mais en y repensant, voilà, à la fois il sourit et en même temps, ça lui provoque une grande tristesse. Forcément, voilà, il est en train de tout quitter. Ces Thénardier ont été bien méchants, il faut leur pardonner. Alors cette phrase-là, on pourrait la mettre un peu à part, c'est presque un peu comme une transition.
vers la troisième partie qui est celle des adieux. Il va donc nommer des personnages très importants. On va voir que c'est un petit peu plus le fouillis dans cette partie. C'est moins organisé parce que, rappelons-nous, la confusion s'installe. Il est en train de mourir aussi, donc c'est normal, il s'illumine un petit peu. Donc à partir vraiment de cette phrase, là, ces Thénardier ont été bien méchants, il faut leur pardonner, on entre dans une dimension très religieuse. Donc le personnage est en train de mourir, il se rapproche de Dieu, donc forcément, et il va avoir uniquement les bons sentiments qui dégoulinent presque, bien sûr, on est dans le romantisme, c'est un peu exagéré, donc ces bons sentiments dégoulinants restent. Donc même les archi-méchants de l'histoire, il faut leur pardonner. Alors c'est là qu'on va tester votre culture religieuse, et vous ne pouvez pas donc lire Victor Hugo correctement sans avoir cette culture. Je sais que vous ne l'avez pas forcément, donc eh bien là c'est à moi de vous la donner. Dans la Bible, donc on imagine le Nouveau Testament, je vous rappelle, donc le Nouveau Testament, le héros c'est le personnage de Jésus. Donc je rappelle aussi Jésus, personnage historique, dont les Romains relatent dans leur livre de l'époque la mort sur une croix, donc ça c'est historique. Ce qu'il a dit ou fait a été consigné par écrit par des témoins, mais les témoins de cette époque-là, qui sont nombreux, on en a gardé en tête 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui témoignent dans la Bible. Ces témoins-là sont des amis de Jésus, et contribue à dire que Jésus est le Fils de Dieu, et contribue à vraiment donner naissance à cette nouvelle religion. Donc les textes que nous avons sont écrits par des partisans de Jésus-Christ, d'accord ? Donc il faut bien distinguer les textes écrits par les partisans de Jésus-Christ qui fondent cette nouvelle religion, que vous pouvez tout à fait lire, même si vous n'êtes pas croyant, juste pour vous renseigner sur le personnage de Jésus-Christ. Et bien sûr, dans ces textes, il y a des choses qui sont relatées, auxquelles vous pouvez tout à fait croire ou ne pas croire. On va dire que Jésus fait des miracles, on va dire aussi que Jésus ressuscite des morts. Voilà, donc ça après, c'est une question de foi. En tout cas, dans les paroles que Jésus a dites, il faut les connaître, ces paroles fortes, parce qu'on les retrouve aussi chez tous les grands philosophes, on va dire, de la dominante de l'amour, par exemple chez Gandhi, qui est quelqu'un de non-violent, qui prône aussi des préceptes d'amour, de partage, etc. On va retrouver ces mêmes principes. Donc pardonner à ses ennemis, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs religions et plusieurs philosophies, et on l'a ici. Voilà, donc désolé pour ce long aparté culture générale, mais on en a besoin pour la suite. Alors, donc c'est le moment de faire ses adieux, de solder ses comptes, une autre apostrophe à Cosette, et on va revenir sur l'origine de l'origine. Il est en train de mourir, et on a l'impression qu'il n'a jamais parlé à Cosette de sa mort, de sa mère. Voici le moment venu, c'est pour ça que là on se dit, mais comment ça ? Il attend maintenant là de mourir pour lui dire, de te dire le nom de ta mère. Qui n'est donc pas sa femme à lui. Cosette a compris à ce moment-là que Jean Valjean n'est pas son père. Elle s'appelait Fantine. Retiens ce nom-là, Fantine. Donc on a cette insistance avec la répétition de Fantine, avec l'impératif ici aussi. Donc dans les impératifs, justement, mets-toi à genoux toutes les fois que tu le prononceras. Elle a bien souffert. Elle t'a bien aimé, donc le bien souffert ici et bien aimé est à prendre au sens beaucoup souffert et beaucoup aimé. Elle a eu en malheur tout ce que tu as en bonheur, une structure parallèle ici. Elle a eu, tu as, en malheur, en bonheur, avec évidemment cette structure parallèle pour mettre en lumière les deux oppositions. Ce sont les partages de Dieu. Vous voyez que là, je ne suis pas en train de tirer de n'importe où toutes ces idées religieuses, il est vraiment présent là. Ce sont les partages de Dieu, il est là-haut, il nous voit tous et il sait ce qu'il fait au milieu de ces grandes étoiles. Donc là, pour ceux qui ont du mal un peu à saisir ce passage du texte, il dit en gros que oui, Dieu a décidé que Fantine allait être malheureuse et que Cosette allait être heureuse, et c'est comme ça, c'est lui qui décide. Bon, donc ça c'est la vision de Jean Valjean, du personnage. Alors, on va revenir sur Fantine, donc retiens ce nom-là, mets-toi à genoux quand tu prononces son nom, elle a bien souffert, donc elle a beaucoup souffert, elle t'a beaucoup aimé, elle a eu en malheur tout ce que tu as en bonheur, etc. Donc là justement, dans les personnages de la religion chrétienne, il est toute une série de personnages dont on doit évoquer le nom, on peut évoquer ce nom à genoux, et un bon nombre de ces personnages-là ont justement beaucoup souffert. Alors, est-ce que vous voyez de qui je parle ?
Ils sont une cohorte très nombreuse, ils existent aussi bien hommes et femmes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines grandes religions monothéistes comme les musulmans ont du mal à voir chez les chrétiens des monothéistes complets, hein, puisqu'ils se disent « Ah oui, mais alors tous ces personnages que les chrétiens prient là, est-ce que c'est des dieux ou... » Donc les chrétiens répondent « Mais non, 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 pas du tout. » Donc ces personnages, en attendant que je blablate, hein, vous avez peut-être trouvé, donc ce sont les saints, S-A-I-N-T. S et les saintes. Donc ici, Jean Valjean présente Fantine comme une sainte, et une sainte un peu particulière, une sainte martyre. Les martyrs, ça je pense que vous connaissez, ce sont donc les personnages qui ont beaucoup souffert au premier temps de l'Église parce que persécutés par les Romains, hein, ça c'est très connu, pour leur foi, hein, puisque les Romains ont mis du temps à assimiler la foi chrétienne. C'est Constantin, le premier empereur, qui a choisi cette religion chrétienne comme religion de l'Empire romain. Donc voilà, ils ont été martyrisés, et automatiquement, quand une personne était martyrisée, on la déclarait saint ou sainte d'office dans l'Église chrétienne. Alors là, pour le coup, ce que je vous dis, c'est historique. C'est-à-dire que des personnes vivantes martyrisées pour dire que la religion chrétienne est leur religion, il y en a réellement eu, et d'ailleurs dans certains pays du monde, il y a eu des martyrs il n'y a pas encore si longtemps que ça. Voilà, donc Fantine est présentée comme une martyre. Ensuite, alors Cosette, donc voilà, je vais donc m'en aller mes enfants. Aimez-vous bien toujours, il n'y a guère autre chose que cela dans le monde, s'aimer. Alors là, j'espère que ça vous fait sauter au plafond et que vous vous dites, tiens, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, évidemment, donc c'est toujours le même Jésus qui va dire aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, parmi ces paroles très fortes que vraiment tout le monde doit connaître, pour reconnaître justement que dans ce texte, comme vous voyez, Jean Valjean, on pourrait dire, se prend pour Jésus-Christ, enfin, il est en tout cas présenté comme une figure christique, on dit ça en littérature, une figure christique, c'est quelqu'un qui va avoir eu une vie semblable à celle du Christ, donc une vie extraordinaire, une vie de bonté, une vie de souffrance, tout ce que vous voulez. Après, bien entendu qu'il y a des différences, par exemple, Jésus-Christ, il meurt tout jeune, et Jean Valjean, il meurt tout vieux. Voilà, justement, pauvre vieux, voilà. Alors, bon, là, on fait une petite allusion, je vais sauter ce passage au fait que c'est à cause de Marius, Marius qui a dit « Comment, vous êtes un forçat, je ne veux plus vous voir !» Et du coup, Jean Valjean a été privé de la vue de Cosette, ce qui l'a littéralement achevé. On vous dit, voilà, là, je suis... En fait, il est devenu fou, il sortait... Alors, sortir sans chapeau, ça peut vous paraître anecdotique, mais à l'époque, on sort forcément chapeauté, donc ça, c'est pour dire que vraiment, il est sorti comme s'il sortait en pantoufles et en caleçon, presque. Alors, ensuite, on va avoir, à partir de mes enfants, une série de lieux communs, donc des lieux communs, ou encore appelés poncifs. Ce sont des idées convenues par tous, des idées admises par tous sur un sujet. Donc par exemple, les lieux communs sur la mort, on ne peut pas vraiment les dire, puisque évidemment personne n'est mort et n'en est revenu pour le dire, mais en tout cas, tout le monde, il y a une espèce d'imaginaire commun, voilà, c'est ça le lieu commun, avec l'histoire du tunnel, où on n'y voit plus très clair, etc. Donc c'est ce qui vient ici. Mes enfants, voici que je ne vois plus très clair, j'avais encore des choses à dire, mais c'est égal. Donc c'est égal, c'est-à-dire tant pis, ça n'a pas d'importance. Pensez un peu à moi. Vous êtes des êtres bénis, je ne sais pas ce que j'ai, je vois de la lumière, donc le fameux tunnel, approchez encore, je meurs heureux, donnez-moi vos chères têtes bien-aimées, que je mette mes mains dessus. Donc on voit qu'à partir d'ici, ses propos sont très décousus. Il dit je vois de la lumière, et puis ensuite pensez à moi, je ne sais pas ce que j'ai, vous êtes des êtres bénis. Donc il y a une espèce d'aller-retour entre le monde des vivants qu'il quitte, c'est-à-dire Cosette et Marius, vous, et puis le monde qu'il est en train de rejoindre avec la lumière qu'on a. Donc je ne vois plus très clair et je vois de la lumière ici, ce fameux tunnel, ce fameux lieu commun sur la mort. Et alors ensuite, hop, ici la conclusion. On voit qu'il y a énormément d'euphémismes, c'est-à-dire de façons de dire qu'il est mort sans vraiment dire il est mort. Mais je vous ai pas copié la fin du texte. Mon Dieu, j'ai oublié une partie. Bon, c'est pas grave, je vais l'écrire avec vous. Donc, alors, Cosette et Marius, une petite énumération ici.
à genoux, donc ils sont à genoux, éperdus, étouffés de larmes. Mon Dieu, c'est horrible. Chacun sur une des mains de Jean Valjean. Et on a donc ses mains augustes ne remuaient plus. Donc ça, c'est le premier euphémisme, c'est-à-dire une façon de dire qu'il est mort sans le dire vraiment. Auguste, encore de la culture latine et religieuse, Auguste, Augustus en latin, ça veut dire le divin. Donc ça veut dire ses mains divines ne remuaient plus. Donc quand je vous disais qu'on comparait Jean Valjean à un saint ou au Christ, vous voyez, on l'a encore ici. Alors, hop, je vais mettre sur pause pour copier le reste du texte. Donc voilà, alors les euphémismes, on a il était renversé en arrière. Renversé en arrière, là dans le contexte, ça peut pas être autre chose que désigner la mort sans la nommer. Alors là, c'est pas un euphémisme, mais on a encore les chandeliers qui sont là. On vous dit que la lueur l'éclaire, c'est-à-dire Monseigneur Myriel est là dans sa présence symbolique. Sa face blanche, regardez le ciel. Hop là, encore une façon de dire la mort, donc sans la nommer. Sa face, c'est son visage. On a aussi ici alors une métonymie, on n'a pas vu ça encore, c'est une partie qui désigne l'ensemble, c'est-à-dire que c'est Jean Valjean qui regarde le ciel, mais on parle de son visage. On ne dit pas Jean Valjean regarde le ciel, on dit seulement son visage regarde le ciel, pour insister sur cette partie-là de son corps. Donc la face blanche, ici le mot blanche pour signifier la mort bien entendu, et la face, alors c'est un mot aussi, ça pour le coup je pense pas que vous sachiez, mais qu'on retrouve beaucoup dans la religion, on va dire sa sainte face pour désigner le visage de Dieu par exemple. Donc regardez le ciel, on n'a pas de majuscule au mot ciel, mais bien sûr c'est dans l'idée du paradis et de Dieu. Voilà, et on a comme d'habitude ce couperet qui tombe, on l'a eu déjà plusieurs fois, on l'a eu pour Fantine, on l'a eu pour Gavroche, il était mort, paf, qui tombe tout d'un coup, voilà, et on est quasi à la fin vraiment à la fin du texte, des Misérables, à la fin du livre. Ce que je vous propose, c'est de regarder la page d'à côté. Vous voyez, page 237. Donc déjà, il était mort, il y a une petite coupure, on la voit, mais c'est pas grand-chose. Page 237, il y a aussi une petite coupure après la ligne 6, mais c'est pareil, il manque juste 5 lignes, donc en réalité, c'est une toute petite coupure. Le chapitre 6, donc, du livre 9e de la 5e partie, est très court, et vous voyez la toute fin, qui est l'épitaphe. Alors sans analyser ce texte-là, simplement il avait dit qu'il ne voulait rien sur sa tombe, et donc finalement il y a une épitaphe tout à fait modeste. Il dort, quoique le sort fût pour lui bien étrange, il vivait, il mourut quand il n'eut plus son ange, c'est-à-dire Cosette, la chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. Voilà donc une épitaphe presque énigmatique. Et on voit qu'on a décidément tous les ingrédients de la mort romantique avec ses exagérations, ses hyperboles, et puis un sentiment quand même de quelque chose de relativement grandiose. Enfin, en tout cas, j'espère que j'ai réussi à vous le faire passer. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne dans le drive? Hop. Voilà, là on est dans les leçons, donc je vais bientôt ranger tout ça dans un nouveau répertoire séquence 3, puisqu'on l'a fini. Moi c'est bien rangé chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que j'ai trié par nom, donc faites-le peut-être chez vous aussi si vous voulez, parce que ça se range pas toujours comme ça. Voyez, chapitre 6, la mort de Jean Valjean, il est là, et je vous ai mis aussi le texte ici. Bon, j'y ai pensé après coup, j'aurais dû vous le dire au début de la vidéo. Si vous n'avez pas votre livre comme ça, vous pourrez regarder. Voilà, donc si j'ouvre le chapitre 6, hop, le voilà. Alors rassurez-vous, on ne va pas tout lire ensemble, puisqu'on vient de passer déjà un long moment. Ce qui est souligné, c'est ce qui est à retenir. C'est des mots qu'on a déjà vus pour la plupart. Donc je vais surtout à la fin, voilà, là je vous ai copié l'épitaphe, et puis je vous ai mis donc une image du cimetière du Père-Lachaise à Paris. Alors voilà ce qui est rigolo en termes de réalisme, puisqu'on est dans le roman historique, même si c'est plus romantique que réaliste, on reste quand même dans les choses qui sont plausibles. Donc le personnage de Jean Valjean, qui n'existe pas, puisque c'est un personnage de fiction, est tout de même enterré dans un véritable cimetière qui existe. Enfin, le cimetière qui est cité comme son lieu de sépulture, le Père-Lachaise, le cimetière du Père-Lachaise, il existe véritablement. Voilà, si vous faites une recherche pour savoir qui est enterré au Père-Lachaise, vous verrez que y a énormément de célébrités. Tous les cimetières se visitent, mais j'allais dire en général,
l'individu lambda ne se promène pas dans les cimetières, sauf au Père-Lachaise, parce que c'est presque un lieu de pèlerinage si vous voulez aller voir la tombe d'Édith Piaf ou de je ne sais qui. Pour l'anecdote, Victor Hugo n'est pas enterré au Père-Lachaise, comme il le dit que son personnage, Jean Valjean, l'est. Victor Hugo est au Panthéon. Voilà. Alors, ça c'est fini, c'est derrière nous. Deuxième partie de cette vidéo, l'exposé. Donc, on est bien d'accord, cet exposé, vous devez être prêt le 3 mai. Donc, il n'y a pas d'urgence. Mais pour choisir vos sujets, par contre, je vous demande de choisir vos sujets pour le 26, soit après ces 15 jours de vacances. Donc là, pendant les 15 jours de vacances, vous devez terminer de lire vos 2 livres, enfin, votre livre, soit c'est Zola, soit c'est Dumas. Vous devez faire la fiche de lecture, et donc une fois que tout ça c'est fait, eh bien, vous êtes à même de choisir votre sujet. Alors, d'exposer, je veux dire. Je vous rappelle que les sujets sont dans information. Hop, parce que c'est ni une leçon, voilà. Donc dans information, sujet autour de Dumas et Zola. Si vous double-cliquez, vous atterrissez ici. Ici, donc, vous avez tous les sujets possibles. Donc si vous lisez Dumas, ben, vous avez ceux-là au choix. Si vous lisez Zola, vous avez ces sujets-là au choix. Vous voyez que j'ai validé tous ceux qui se sont inscrits. Ben, je pense que Léo et Tony, c'est tout récent parce que je ne l'avais pas vu tout à l'heure, ou alors c'est moi qui n'ai pas vu. Voilà, j'ai validé. Je vous montre au passage comment on voit qui fait quoi dans un exposé. Hop, il suffit d'aller ici, dernière modification, et je vois tous ceux qui se sont connectés. Avant, voilà. Donc on voit absolument tout l'historique, et c'est comme ça que je verrai aussi dans vos exposés si vous vous êtes bien répartis la charge de travail. C'est là aussi que vous pouvez revenir toujours à une version antérieure de votre document si vous vous êtes trompé. En fait, si vous avez effacé une grande partie, c'est surtout là-dessus, eh bien vous allez aller dans vos versions antérieures. Dès que vous voyez qu'il y a un petit triangle ici, j'espère que vous le verrez bien à l'écran, ça veut dire que vous pouvez même développer encore plus finement que ça, minute par minute. Bon, là, c'est pas le cas parce que vous n'avez pas beaucoup fait évoluer le document minute par minute, mais dans le vôtre, ce sera ça. Donc, vous pouvez vraiment aller rechercher avec beaucoup de finesse ce que vous auriez malencontreusement effacé. Et puis ensuite, vous cliquez sur restaurer cette version et vous allez revenir à une version antérieure. En particulier, si vous avez eu des soucis de format, que vous aviez fait un truc génial et puis par une fausse manip, tout est décalé, tout est bougé, plutôt que de faire CTRL Z 50 fois, ça peut être intéressant de retourner donc à une version antérieure. Si on ne veut pas restaurer la version antérieure, hop, on reclique sur la petite flèche et on revient au document courant. Voilà, donc je répète, je suis désolée, c'est un peu long, mais je préfère être bien didactique parce que c'est pas du tout évident qu'on arrive à se voir demain en visio. Donc, vous avez 15 jours, vous finissez votre lecture, vous faites votre fiche de lecture et en parallèle, quand bon vous semble, quand vous êtes décidé, vous vous inscrivez dans le tableau. Moi, je vais le voir de temps en temps et je valide. Donc vous devez être par 2, bien sûr. Paul est seul, mais ça c'est ok avec moi. C'est Mathis qui sera tout seul aussi normalement, puisqu'il n'était pas là depuis longtemps, il n'a pas pu choisir son binôme. Donc ensuite, vous avez toujours dans le Drive, dans l'onglet des évaluations, cette fois, puisque ce sera un travail évalué le 3 mai, vous avez exposé sur le 19e à partir de Zola et Dumas. Donc, tiens, d'ailleurs, vous voyez, la fiche de lecture, elle est là aussi, si vous vous posez la question. Donc, je vais ouvrir ce document. Donc, si vous double-cliquez, voici ce que vous trouvez. Je le lis avec vous, comme si on était en classe. Donc, être prêt pour le 3 mai, d'accord? Ça, je l'ai dit 50 fois. Alors, détail du sujet. Donc, à l'oral, présentez votre exposé à 2, accompagné de 2 documents. Donc, votre exposé doit être accompagné de 2 documents, je l'ai déjà dit en classe. Un Google Doc, le texte, et un Google Slide, qui est votre diaporama. D'ailleurs, je pourrais peut-être mettre ici diaporama, c'est plus clair. Donc, les documents doivent être réalisés par les élèves, chacun de son côté, pour que je vois, OIE c'est du subjonctif, vous vous souvenez, pour que je vois qui fait quoi. D'accord ? Si vous vous rencontrez et que vous faites ensemble sur un même PC, je ne pourrai pas voir qui fait quoi, et je pourrai pas être capable de vous mettre une note justifiée, et là vous allez perdre des points. En plus, on est en confinement, donc tout cet exercice est vraiment fait pour que vous restiez à distance.
Dans un deuxième temps, une fois que vous avez fabriqué entre guillemets vos 2 documents, vous pouvez vous entraîner ensemble en visioconférence, au téléphone, ce que vous voulez, hein. Je sais que c'est pas les moyens qui manquent à votre génération pour vous parler. Donc voilà, vous vous serez mis, comme on l'avait dit en classe, hein, des couleurs sur qui dit quoi, des couleurs aussi sur les slides peut-être pour quel slide est projeté quand un tel parle. Bref, mettez-vous des petits codes comme ça, et puis ensuite vous vous entraînez devant votre slide. Au téléphone, par exemple. Donc, ces 2 documents doivent être partagés entre les 2 éléments du binôme, les 2 élèves du binôme, plus moi, si vous voulez que je corrige. Si vous voulez que alors, corriger, enfin, je veux dire que je donne mon avis. Si vous voulez avoir mon avis, ne me l'envoyez pas dans les 3 derniers jours avant le 3 mai, hein, j'y arriverai pas, vous êtes quand même nombreux. Voilà. Critères d'évaluation. Donc, être capable de travailler à partir de consignes sur un document informatisé, d'accord. Réussir à surprendre et intéresser la classe. Donc, il y a des sujets qui sont pas faciles. Soyez inventifs peut-être pour les rendre vivants. Donc, je vais voir comment vous maîtrisez l'outil informatique et être capable de travailler ensemble à distance. À distance. Là, ça prend tout son sens. Alors, partie de votre exposé. Ça, c'est tout simple. 2 parties. Introduisez votre thème en disant pourquoi vous l'avez choisi. Et vous le présentez, en gros en alternant les prises de parole entre vous. Alterner les prises de parole, ça veut dire que ça peut être un élève qui dit tout le début et l'autre élève qui dit toute la fin, hein. Vous n'êtes pas forcé d'alterner à toutes les 2 slides, ça c'est comme vous voulez. Consigne, la narration doit durer au moins 6 minutes, c'est-à-dire 3 minutes chacun, hein, pas 6 minutes chacun. 3 minutes chacun, donc pas plus de 10 minutes à 2, sinon ça va être trop long. Ça doit être donc équilibré, hein, c'est pour ça qu'il faut vous chronométrer. Faites un plan, donc le plan je peux pas vous l'imposer, ce sera en fonction de votre sujet. Vous ne devez pas lire comme d'habitude, hein, sinon vous n'aurez pas la moyenne. Et comme d'habitude aussi, c'est pas notre premier oral, entraînez-vous devant votre famille et chronométrez-vous. Donc le diaporama, on l'a dit en classe aussi, hein, ne doit pas comporter de texte, sauf des titres, des chiffres, ce genre de choses. Par contre, il doit apporter une plus-value, j'allais dire, à ce que vous racontez, à ce que vous expliquez. Et bien sûr, citez vos sources, les sources de vos images. Petit nota bene, comme toujours, hein, l'exposé oral, c'est vraiment quelque chose d'important, mais vous le savez, on l'a déjà dit 50 fois, donc je ne le redis pas. J'aurais peut-être dû commencer par ça au tout début de la vidéo, parce que je ne sais pas si vous serez arrivé à la fin. Donc demain, je vous propose une visio sur l'heure de votre cours, et on verra si ça marche. Pour info, depuis chez moi, là, c'est pas extraordinaire. Mes enfants ont beaucoup de mal à assister à leur visio. Peut-être qu'avec mon compte prof, moi, j'ai plus de chances d'être connectée à l'ENT. Mais voilà, ça ne me renseigne pas si vous, de votre côté, vous y arriverez. Nous verrons donc ça. Et puis, si on n'arrive pas à se voir en visio, si vous ne pouvez pas me poser vos questions ou autres directement, vous avez bien sûr mon mail sans problème. Voilà. Et on peut même fixer des rendez-vous téléphoniques avec les parents en cas de questions très importantes. Et bien là-dessus, je vous souhaite de bonnes vacances. Donc studieuses quand même, hein, en ce qui me concerne, je vous ai donné pas mal de travail. Donc voilà, organisez-vous et puis prenez le temps aussi de souffler et de vous reposer. On se retrouve en visio, oui, youpi, le lundi 26. À très bientôt.